Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Alors que la Belgique connaît des difficultés à vivre, je vous propose aujourd'hui de nous interroger un petit peu sur son histoire. La Belgique a été française, elle a été espagnole, elle a été bourguignonne, elle a été aussi autrichienne. Et nous allons aujourd'hui parler de l'Autriche et d'un empereur d'Autriche. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Mon invité pour notre émission d'aujourd'hui, qui va évoquer la personnalité de Joseph II, est le professeur Hervé Asquin. Vous êtes Hervé Asquin, historien, vous enseignez toujours l'histoire à l'Université libre de Bruxelles, dont vous avez été recteur, président du conseil d'administration, vous avez assumé d'importantes fonctions politiques, vous avez été notamment ministre-président de la communauté française et directeur du centre Jean Gol au mouvement réformateur, et aujourd'hui vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, ce qui vous donne peut-être un peu de loisir pour écrire des livres. Nous vous avons reçu récemment pour évoquer Louis XVI, l'ouvrage que vous avez écrit... Louis XIV. Excusez-moi, Louis XIV. Ma langue a fourché Louis XIV. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre qui concerne Joseph II. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est Joseph II, catholique anticlérical et réformateur impatient. L'ouvrage est publié aux éditions Les Racines de l'Histoire, aux éditions Racine. Alors, Joseph II, catholique anticlérical, réformateur impatient, nous allons tout de suite évoquer ces deux aspects de sa personnalité, mais d'abord, c'est un prince qui règne sur une mosaïque d'États, sur une très grande partie de l'Europe. Alors rappelez-nous un petit peu, rapidement peut-être, quel est le domaine sur lequel règne Joseph II? Mais ce domaine est immense. C'est une monarchie qui fait 650 000 km². Je dirais qu'aujourd'hui, la France métropolitaine, c'est 500 000. C'était un peu plus de 25 millions d'habitants, et donc nous appartenions, en tant que Pays-Bas autrichien, qui comprenait à l'époque le Grand-Duché de Luxembourg, mais qui ne comprenait pas la principauté de Liège. Mais qui ne comprenait pas la principauté de Liège. Nous appartenions donc à un ensemble extraordinairement vaste, surtout, évidemment, en Europe centrale et orientale, quoique une partie de l'Italie du Nord... Voilà. faisait également partie de cette monarchie, la Lombardie notamment, et la Toscane. Alors, le cœur de la monarchie, ben, c'est évidemment l'Autriche et toute une série de principautés. Il y a aussi la Bohème-Moravie, c'est-à-dire la Fédération tchèque d'aujourd'hui, et puis vous avez cette immense couronne de Hongrie. Et la Hongrie d'hier est très différente de la Hongrie telle que nous la connaissons depuis 1920. En fait, les territoires de la Hongrie ont été réduits de 2/3 au lendemain de la Première Guerre mondiale pour punir en quelque sorte la monarchie austro-hongroise de sa fréquentation avec le Reich allemand pendant la guerre de 14-18. Mais la couronne de Hongrie, c'est la Hongrie d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Haute-Hongrie, c'est-à-dire la Slovaquie. C'est la Croatie. C'est une partie de la Serbie. C'est tout le nord de la Roumanie d'aujourd'hui. Par exemple, le Banat de Timișoara, le Banat de Temesvar, en d'autres termes, et la Transylvanie. Donc, il y a là des espaces considérables au cœur de l'Europe centrale. Je dirais aussi qu'il y avait des prolongements de cette monarchie, évidemment, au cœur de l'Allemagne, Fribourg-en-Brisgau, le long de la Baltique, ou de l'Adriatique, pardon. Vous aviez Trieste, vous aviez une partie de la côte croate d'aujourd'hui. Et puis, cette monarchie s'est étendue vers le nord, dans les années 1770, à la suite des fameux partages de la Pologne. Et entre dans l'escarcelle autrichienne, une partie du sud de la Pologne, toute la partie sud de Cracovie, et une chose que l'on ignore souvent, et on s'étonne parfois qu'une partie de l'Ukraine demande son rattachement à l'Union européenne. Mais une bonne partie de l'Europe occidentale, de l'Ukraine occidentale,
faisait partie de ce qu'on appelle, avec le sud de la Pologne, la Galicie-Lodomérie, qui a été rattachée dans les années 1770 à la monarchie. Si on ajoute à cela le nord de la Moldavie, que l'on appelle à l'époque la Bucovine, eh bien vous avez une idée de ce que représente la monarchie austro-hongroise à laquelle nous appartenons. Alors, comment règne-t-on sur cette mosaïque d'États? Comment peut-on faire? Ben, évidemment, c'est toute la difficulté, j'allais dire, d'une certaine façon, de l'Union européenne d'aujourd'hui. Comment concilier une certaine unité, une certaine transversalité, tout en respectant un certain nombre d'identités nationales? Bien sûr, c'est ça la difficulté. Ah, c'est ça la difficulté. On se rend compte qu'une monarchie telle que celle que je viens de décrire comprend 15 à 16 pays qui font partie de l'Union européenne d'aujourd'hui. Quand on suit un peu l'actualité politique contemporaine, on se rend compte des difficultés. Déjà, quand il s'agissait du projet de constitution européenne ou d'autres textes analogues. Donc, comment conduire un extraordinaire navire avec une diversité linguistique incroyable? Il y a 15 à 16 langues officielles dans cette monarchie. Religions, 7 ou 8 religions différentes. 7 ou 8 religions. Donc, vraiment, la Babel linguistique, la Babel religieuse, une grande diversité de peuples. Or, il y a tout de même un certain sens de l'universalisme qui apparaît. Et Joseph II, indiscutablement, en est porteur. Et donc, c'est l'éternelle difficulté qui se manifeste clairement à la fin du XVIIIe et que l'on connaît encore aujourd'hui. Comment essayer d'harmoniser, en quelque sorte, notamment dans le domaine de la justice, des normes qui soient valables pour l'ensemble de cette monarchie extrêmement hétérogène, avec le respect des identités nationales. Oui, et des mentalités très différentes dès qu'on parle de droit et d'usages sociaux, bien entendu. Oui, vous comprenez, prenons l'exemple des Pays-Bas autrichiens, c'était, il faut tout de même le signaler, la partie la plus riche de cette vaste monarchie. Vous le dites dans votre livre et vous analysez notamment le commerce que produit, les liens commerciaux que produisent les provinces des Pays-Bas. Mais elles ont une caractéristique qui sont un signe de richesse et de développement. D'abord, une grande vitalité des villes, donc une grande vitalité citadine. Urbaine. Donc il y a des classes moyennes, il y a des commerçants, il y a des industriels, il y a des banquiers. Et je me suis amusé, enfin amusé est un euphémisme, intéressé à essayer de dresser une carte de l'ensemble des villes de 20 000 habitants ou plus pour l'ensemble de cette extraordinaire monarchie. Eh bien, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Il y a 22 villes qui ont 20 000 habitants ou plus. Il y en a 8. Beaucoup dans les Pays-Bas. 8 qui appartiennent aux Pays-Bas autrichiens. Et Bruxelles est la troisième ville de la monarchie. La première, c'est Vienne, avec un peu plus de 200 000. La deuxième, c'est Milan, avec 130 000 habitants. Et troisième sur un pied d'égalité, Prague et Bruxelles, ça tourne aux environs de 75 000 habitants dans les années 1780. La dernière, c'est Mons, qui a juste 20 000 habitants. Mais ça montre donc l'importance, parce qu'on aurait pu citer aussi Anvers, Gand, Bruges, Malines, Tournai. Voilà autant de villes qui, par leur poids démographique, leurs activités économiques, s'imposent comme des villes importantes dans la monarchie. Donc, voilà des régions riches, et ce que l'on constate aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne, les appréhensions qui étaient nées au moment de l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, à savoir qu'il y avait des déséquilibres économiques. Ben, ces déséquilibres économiques, ils existent aujourd'hui, mais ils existaient déjà au XVIIIe siècle, bien entendu. Ils existaient déjà à l'époque. Oui. Et on voit que là où se produisent des surplus financiers, ben, c'est dans les Pays-Bas autrichiens. En Wallonie. En Wallonie notamment, à Bruxelles, en Flandre. Et il y a des transferts d'argent chaque année pour alimenter le Trésor de Vienne. Quand Vienne lance de grands emprunts pour mener à bien sa politique étrangère, renforcer l'armée face à tout de même des puissances non négligeables tout autour, eh bien, les emprunts sont couverts à raison de 35 à 40% par les banquiers anversois et bruxellois. Donc, ces petites régions, qui ne représentent en population que 9% de l'ensemble, sont évidemment de loin les plus dynamiques et apparaissent tout de même comme indispensables pour mener les politiques qui sont celles de la monarchie. Alors l'Empire a des adversaires. Il y a Frédéric II, la Prusse, et puis il y a la Russie aussi. Mais en tout cas,
les guerres entre la monarchie austro-hongroise et la Prusse ont été nombreuses au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que Frédéric II de Prusse, un roi extrêmement intelligent. Avec un tempérament. Ah oui, un homme intelligent, redoutable stratège militaire, amoureux par ailleurs de la langue française. Après tout, la langue officielle de l'Académie de Berlin, c'était le français. Lui-même écrivait en français. Il avait fait venir Voltaire. Oui, Voltaire, il vit entre 1750 et 1753. Mais Voltaire a rapidement compris que c'était plus un despote militaire qu'un véritable protecteur philosophe. Mais, Frédéric II a enlevé la Silésie, qui était la grande province industrialisée du cœur de l'Europe. Donc, l'Autriche de Marie-Thérèse ne s'en remettra jamais de cette perte de la Silésie. Et donc, il y a une grande méfiance. D'ailleurs, dans sa correspondance, c'est amusant. Comment Marie-Thérèse appelle-t-elle Frédéric II? Elle ne dit pas le roi de Prusse, elle dit le monstre. Ça dit tout à la détestation. Et Frédéric II dit de Joseph II le roi sacristain. Oui, on va en parler tout de suite. On va en parler. Et alors, l'autre puissance avec laquelle Joseph II, contre l'avis de sa mère, va nouer des liens, c'est indiscutablement Catherine II de Russie. Et Catherine II de Russie et Joseph II deviennent d'une certaine façon des alliés. Ils deviennent des alliés, pas tellement contre la Prusse, mais pour Joseph II, avoir avec lui la Russie, c'est une assurance, parce qu'il a la Prusse dans le dos. Mais c'est vrai que la grande menace, c'est l'Empire ottoman. Si on regarde une carte et que l'on voit tout le sud de la monarchie austro-hongroise, c'est l'Empire ottoman. Et Catherine II de Russie et Joseph II vont combattre le même type d'ennemi, c'est-à-dire le turc. Et alors, ce qui favorise le rapprochement... Donc le musulman. Oui, le musulman. Et donc, ce qui va favoriser le rapprochement aussi entre Joseph II et Catherine II, et ils seront souvent de concert, mais c'est la personnalité d'un Belge, le prince de Ligne, prince de Belleuil. Le prince de Ligne est effectivement un esprit européen éblouissant qui est parvenu à séduire Catherine II de Russie, qui veut se l'attacher presque en permanence. Et lorsque Joseph II, notamment, et Catherine II partent en exploration, vais-je dire, au bord de la mer Noire, à Sébastopol, qui accompagne assanement Catherine II pendant tout le voyage comme émissaire de Joseph II, c'est le prince de Ligne, qui lui-même avait été, j'allais dire, un ami d'enfance de Joseph II. Donc, il ne faut pas sous-estimer ces liens. Mais ça vous montre aussi qu'à l'intérieur de cette monarchie, les gens bougent. Un citoyen de nos régions est citoyen d'Autriche. C'est ce qui explique. Ça vous montre la diversité et l'implantation des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle. Joseph II est au moins, on connaît au moins sa sœur, la célèbre Marie-Antoinette. Il a eu beaucoup de sœurs, il a eu beaucoup de frères, tous très bien placés. Mais quand le prince de Ligne, c'est rare tout de même qu'un prince de nos régions soit aussi bien accueilli à Vienne qu'à Versailles, parce que quand Marie-Antoinette voit le prince de Ligne, elle voit un ami de son frère, elle voit, j'allais dire, un sujet de l'Empire, et il était lui-même reçu avec toute la gloire nécessaire et le faste requis, notre cher prince de Ligne, quand il se rendait à Saint-Pétersbourg. Donc, quand on disait un prince européen, c'était vrai. Alors, Joseph II, dites-vous dans le titre, réformateur impatient. Oui. En quoi cherche-t-il à réformer l'Empire? Mais il cherche à réformer l'Empire parce qu'il se rend compte que l'Empire est, déjà par rapport à l'Europe occidentale, une région sous-développée. C'est le cas de l'Autriche, et en tout cas c'est le cas de la Hongrie. La Hongrie, ce sont des steppes, une partie de la Bohème aussi. J'allais dire, ce sont aussi des campagnes où le servage règne encore. Il faut s'en souvenir. Et il va l'abolir. Il va l'abolir. En Bohème, il poussera sa mère à le faire. En Hongrie, il le fera lui-même à partir de 1784-1785. Et donc, ce sont là d'immenses territoires agricoles, peu d'industrialisation. Il est évident que la position dominante de la noblesse magyare va considérablement freiner le développement économique de ces campagnes soumises au joug véritablement de seigneurs encore féodaux. Et donc, il est conscient du sous-développement économique de son Europe centrale et orientale et aussi des réformes nécessaires qui s'imposent pour rendre un peu plus efficace la gestion
de ces régions. Donc, il va trop vite, puisque vous dites qu'il est impatient. Il va à certains moments trop vite à la fin de son règne, parce que, indiscutablement, d'abord l'homme est très malade, et il sera, pendant les 2 dernières années du règne, gravement malade, et il mourra à 49 ans en février 1790 de tuberculose, donc il sait qu'il va partir. Par ailleurs, il a tout de même vécu dans l'ombre de sa mère jusqu'en 1780, au moment où elle décède. Alors, bien sûr, Joseph II est empereur, il succède à son père en 1765, mais l'Empire en soi, j'ai dire, c'est surtout une connotation juridique, une forme de suzeraineté sur un certain nombre de principautés allemandes. Et sa mère, à partir de 65, l'associe à la gouvernance de la monarchie avec le titre de corrégent. Quels sont ses vrais pouvoirs? Mais d'abord, il dirige il dirige les armées, et alors, bien sûr, un pouvoir d'influence, puisqu'il siège dans toute une série d'organes du gouvernement, quoique pour échapper à une mère qui est très enveloppante. Un peu tyrannique, hein. J'allais dire tyrannique. On peut comprendre que Joseph II ait pris du champ 8 ou 9 mois par an. Non seulement, je crois qu'il voulait bien connaître sa monarchie, mais qu'en plus, échapper un peu à sa mère, aux contraintes de Vienne et de sa mère était un souci permanent. Donc, ce qu'il a surtout, Joseph II, c'est un pouvoir d'influence. Et je vais prendre un dossier emblématique en la matière. Il ne relâchera pas sa pression jusqu'à ce que sa mère se décide à abolir la torture vers 1777-1778. Il y a eu des échanges épiques entre la mère et le fils, mais il tiendra bon. Et c'est presque découragé, j'ai dit, à bout de ressources, que finalement Marie-Thérèse, pour faire plaisir à son fils, abolira la torture, mais on le sait par la correspondance qu'elle entretient avec d'autres de ses enfants, que c'est à contre-cœur, parce qu'elle ne croit pas que ce soit une bonne chose. Il a lu Beccaria. Il a lu Beccaria parce qu'il faut dire que le marquis de Beccaria est l'auteur en 1764 d'un traité que je me permets encore de conseiller à lire à tous ceux qui veulent s'informer sur les arguments à faire valoir contre la torture et la peine de mort. C'est un classique de la littérature mondiale publié en italien par un jeune marquis de Milan qui écrit cela quand il a 20 ans. Il faut s'en souvenir, 20 ans. Et à l'époque, et ça fait partie de la monarchie, il y a toute une école milanaise qui se développe, qui est véritablement extraordinairement brillante, avec des gens créatifs, intelligents, extraordinairement cultivés. Et le texte de Beccaria sort, j'allais dire, dans ce milieu-là. Et on peut dire que presque 3 siècles plus tard, eh bien, on n'a rien inventé. Les argumentations de fond sont là. On n'a rien inventé comme argument supplémentaire. Donc, ça montre le caractère novateur. Donc, ça aura de l'influence. C'est indiscutable. D'ailleurs, l'ouvrage de Beccaria sera un best-seller de la littérature mondiale au XVIIIe siècle, traduit immédiatement dans une vingtaine de langues, plus un nombre d'éditions considérable dans chacune d'entre elles. Alors, Joseph II, catholique anticlérical, écrivez-vous. Expliquez-nous un petit peu, Hervé Asquin, ce que ça veut dire, cette formule un peu en oxymoron. Mais je crois qu'on fait souvent des confusions dans les concepts. Il faut bien comprendre ce que veut dire anticlérical. Et voilà. Et on fait dire au mot anticlérical ce qu'il ne signifie pas. Et je crois qu'il faut distinguer très clairement anticléricalisme et anti-religiosité ou anti-spiritualité. Être anticlérical, c'est quoi? Mais d'une façon générale, je dirais, si on veut lui donner une définition contemporaine, c'est refuser la légitimité du discours vrai et toutes les formes d'orthodoxie de la pensée. Donc, c'est refuser aussi l'ingérence des églises, quelles qu'elles soient religieuses ou séculières d'ailleurs. Et on a connu au XXe siècle de grandes églises séculières qui veulent en quelque sorte contrôler la vie économique, sociale, la vie des citoyens. Donc, être anticlérical, c'est une forme de revendication, j'allais dire, d'autonomie par rapport à ces orthodoxies, qu'elles soient politiques ou religieuses ou philosophiques. Mais on peut très bien être jaloux de ces prérogatives, comme l'est Joseph II, mais comme le sont aussi la plupart des souverains catholiques du temps, par rapport notamment aux entreprises pontificales et à Rome, et donc lutter contre ce qu'on appelle les ultramontains, ça n'empêche pas qu'on puisse être un catholique pratiquant. Et Joseph II appartient à cette catégorie. Sa mère était vraiment bigote, il a eu une éducation très chrétienne,
Mais Joseph II est un catholique convaincu qui essaye d'œuvrer à la plus grande gloire de l'Église, mais qui estime que l'Église doit être réformée. Et à ce titre... Il va se charger de le faire. Et il va se charger de le faire. Et à ce titre, j'allais dire, il se situe dans la mouvance, dans les courants idéologiques dominants, qui sont ceux de la seconde moitié du XVIIIe siècle, contrairement à ce que parfois on pense, et qui anticipent largement sur la Révolution française. La Révolution française n'est jamais qu'un aboutissement de toute une série d'événements et de courants sociologiques, politiques, économiques qui se dessinent à travers le XVIIIe siècle dans toute l'Europe, et nombre de souverains sont aussi jaloux de leurs prérogatives que Joseph II ne l'est. Avant même que Joseph II n'accède au pouvoir, je rappelle que ce sont des souverains catholiques qui suppriment la Compagnie de Jésus. En 1776, je pense. Oui, mais ça commence en 1759 au Portugal, en 62 et 64 en France, en 63 en Espagne, idem dans la péninsule italienne. Ils gênaient beaucoup, ces jésuites. Ils gênaient beaucoup parce qu'ils apparaissaient comme le bras ultramontain, les représentants du pape. Donc, la suppression de la Compagnie de Jésus, entre nous, ne dérange pas tellement le clergé séculier, c'est-à-dire les évêques et les curés, oui. Parce qu'ils trouvaient que finalement les jésuites se mêlaient d'un peu trop de choses. Donc, ça passe, et on en est à un tel point d'anticléricalisme parmi la royauté catholique en Europe, que ce sont les rois catholiques, et notamment la maison de Bourbon, qui amènent un pape en 1773 à abolir la Compagnie de Jésus. C'est le pape qui abolit la Compagnie de Jésus en 1773. Contraint un peu par les événements, quand même. Oui, mais il l'a fait. Et donc, à ce moment-là, même la très catholique Marie-Thérèse dit, ils sont abolis, maintenant, on va réorganiser l'État et on va surtout vendre leurs biens, leurs collèges, etc. Deuxième élément, la vente ou la nationalisation, appelons ça comme cela, de toute une série de couvents, d'abbayes, de monastères. C'est un thème à la mode pendant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est une forme d'anticléricalisme économique. L'économie politique est inventée à ce moment-là. On se préoccupe de l'efficacité de l'État. Comment rendre l'État plus performant pour le plus grand bonheur des habitants? C'est bien avant 1789, tout cela. Et on constate que même en France, à l'époque de Louis XV et de Louis XVI, il y a un célèbre archevêque de Toulouse, Lomini de Brienne, qui préside une commission des ordres réguliers, qui, avec 5 évêques, décide de faire une radiographie, si je puis dire, de l'ensemble des établissements ecclésiastiques français et qui recommande la suppression de plus de 400 abbayes, monastères et couvents. Ces suppressions sont opérées dans les années 1770. Vous aurez constaté que c'est en France, dans la France de Louis XVI et bien avant 1789. Et des phénomènes analogues vont se dérouler partout, et donc Joseph II, quand il fait ça, ne fait rien d'autre. Alors, c'est un prince qui règne sur des catholiques, mais aussi sur des protestants et des juifs. Quels sont les liens entre Joseph II et les juifs, par exemple? Parce que Marie-Thérèse, elle était plutôt antisémite, si on ose dire. En tout cas, anti-judaïque et antisémite. On pouvait dire qu'elle éprouvait de la haine pour eux. Haine et mépris. Parce que c'était de grands financiers, qu'elle avait besoin d'eux? Non, pas nécessairement. Simplement parce que c'est toujours le mythe du juif déicide. Après tout, c'est un enseignement qui persistera jusqu'au XXe siècle. Bien sûr. Ne l'oublions tout de même pas. Et donc, elle est totalement imprégnée, comme beaucoup de catholiques et de chrétiens, de ces sentiments. Il faut reconnaître qu'elle n'avait pas non plus des sentiments amènes à l'égard des hérétiques, c'est-à-dire les calvinistes, les luthériens, les orthodoxes. Et que donc, il y avait une religion d'État qui était la religion catholique, avec parfois quelques exceptions en Europe centrale. C'était une suite des traités qui avaient mis fin aux guerres de religion, mais, j'ai dire, l'un des objectifs de Marie-Thérèse dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est de catholiciser tous ces hérétiques et prendre même des mesures, j'ai dire, parfois violentes à leur égard. Et dans le livre, j'y fais largement allusion, il y a des échanges de correspondance, je dis, émouvants, extrêmement prenants, entre la mère et le fils menaçant même de renoncer à toute fonction publique dans la monarchie parce qu'il est excédé par le comportement de sa mère. Mais tout ce qu'il pourra faire, c'est ralentir les excès de sa mère, et il faudra attendre 1781 et les années suivantes pour voir sortir ce qui apparaît comme la grande révolution culturelle dans la monarchie en Europe catholique. C'est le fameux édit de tolérance qui sera appliqué à toutes les confessions religieuses, bientôt également aux juifs, et donc qui fera que tout
ceux qui habitent sur le territoire de la monarchie, quelle que soit leur religion, seront considérés, j'utilise déjà le terme, comme des citoyens à part entière. Ma dernière question, Hervé Asquin, mais une réponse très courte. Alors, Joseph II, bilan positif? Bilan positif largement, mais à la fin de son règne, il a sous-estimé un aspect important, c'est la Révolution américaine. La Révolution américaine va tout de même faire percoler à travers toute l'Europe des idées nouvelles en ce qui concerne, j'allais dire, la nouvelle sociologie politique. La nécessité, j'allais dire, de la participation, de la discussion et des choses comme celle-là. Et il va s'étonner qu'on ne critique pas à ce moment-là, en 89-90, la Révolution française. Il dit tout ce qu'ils ont fait, je l'ai fait. C'est vrai, mais à ce moment-là, ce qu'une assemblée élue peut faire, un homme seul ne peut plus le faire. Eh bien, merci infiniment, professeur Hervé Asquin, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Joseph II, catholique anticlérical et réformateur impatient », ouvrage publié aux éditions Racine. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.